Voici une conférence présentée par Yann Raison du Closiou, professeur des universités en sciences politiques à Bordeaux. Sa conférence, captée au diocèse d'Angoulême et en partenariat avec le Forum Magdalena, s'intitule « Les catholiques et les droites, par-delà les clichés ». Bonsoir à toutes et tous. C'est bon, vous m'entendez bien ? Merci beaucoup au Forum Magdalena pour son invitation ce soir à Angoulême. Alors, j'ai la tâche complexe de vous présenter cet ouvrage, À la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours, un ouvrage que j'ai dirigé avec l'historien Florian Michel, et un ouvrage qui regroupe les contributions d'une trentaine d'historiennes et d'historiens. Et c'est un ouvrage totalement neuf, totalement inédit, qui propose, pour la première fois, d'éclairer l'histoire du catholicisme par l'histoire des droites et l'histoire des droites par l'histoire du catholicisme. Mais alors, pourquoi faire maintenant cet ouvrage sur les droites dans leur rapport au catholicisme ou sur le rapport des catholiques aux droites, alors même que cet objet, je dirais, cette thématique peut paraître extrêmement classique, extrêmement connue. Eh bien, je crois que l'importance de la démarche d'histoire contemporaine sur le catholicisme, il faut la comprendre à partir de ce qu'est notre condition présente. Notre condition historique contemporaine, à vous et à moi, elle est marquée par la sécularisation. Vous et moi, nous sommes nés et nous avons grandi, nous vivons dans un monde où le catholicisme est en déclin. C'est ce qu'en sociologie on appelle le processus de sécularisation. Ce déclin, il a deux grandes dimensions. La première dimension, c'est une rétractation quantitative du catholicisme, un déclin du nombre de catholiques. Et bien des chiffres permettent de le mesurer. Permettez-moi de vous rappeler qu'au début des années 60, 90% des enfants étaient baptisés dans les 3 mois après leur naissance. Et cet empressement dans les 3 mois était la marque du caractère extrêmement populaire de la croyance dans les limbes. Donc il fallait sauver ces enfants en les baptisant rapidement. Aujourd'hui, il y a environ 25% de baptêmes par an, mais attention, la manière dont on compte les baptêmes a changé. Si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France, vous verrez que les baptêmes sont désormais comptabilisés de 0 à 7 ans. Ce qui signifie qu'en fin de compte, si on veut faire correctement la comparaison par rapport au début des années 60, on est bien en deçà des 25%. Et puis bien sûr, ce déclin, on peut aussi le mesurer par, je dirais, la rétractation de la pratique de la messe dominicale. Alors attention, l'observance de la messe chaque semaine n'est plus depuis longtemps la norme. Et la pratique qui était la plus populaire dans la population française, c'était une pratique irrégulière, une pratique que l'on peut qualifier de saisonnière, liée aux grandes fêtes liturgiques annuelles. Mais quand même, dans les années 60, tout dépend un peu des régions, mais on trouve encore plus de 25%, parfois plus, dans certaines régions de l'Ouest très catholiques, 25 à 30% de messalisants hebdomadaires. Une enquête que j'ai dirigée pour le groupe Bayard en 2016 chiffre à aujourd'hui 1,8% de la population française 18 ans et plus le nombre de pratiquants hebdomadaires. Donc on a là une rétractation quantifiable du catholicisme. Et la seconde dimension de la sécularisation, eh bien, c'est que le catholicisme, eh bien, il est une ressource de sens dans de moins en moins de secteurs d'activité. Il y a 50 ans, il y avait une dimension catholique que l'on pouvait trouver dans les régions de catholicité, pour reprendre les catégories du chanoine Boulard qui cartographiait la pratique religieuse au début des années 50, dans les régions de chrétienté plutôt, comme il disait, eh bien, le catholicisme était mêlé à tout,
à la vie de famille, à la vie paroissiale bien sûr, mais aussi au corps de métier, à l'école. Il innervait à peu près toute la société. Et la sécularisation, c'est aussi cette spécialisation, c'est-à-dire que le catholicisme ne concerne désormais tendanciellement plus que les convictions privées. Il structure de moins en moins les activités sociales. Donc ça, ce sont les deux principales, je dirais, dimensions de la sécularisation qui sont observables. Et cette sécularisation, nous sommes pris dedans. Notre conscience historique en est marquée. D'où la nécessité de l'histoire. Parce que, avec la sécularisation, avec le déclin de la pratique, nous perdons des pans entiers de la mémoire collective du catholicisme. Il y a toute une mémoire qui s'efface. Et personne ne voit cette mémoire s'effacer. Pourquoi ? Parce que cette sécularisation de la société française, qui s'est considérablement accélérée pendant la seconde moitié du XXe siècle, c'est un phénomène qui est à la fois historiquement majeur et qui est socialement relativement invisible et peu discuté. Alors même que, pour un historien, la chute d'une pratique religieuse aussi dans une période aussi courte, c'est un phénomène dont on ne croise pas beaucoup, je dirais, d'exemplaires dans l'histoire. Et ça a quelque chose de fascinant. Et nous en sommes les contemporains, mais en même temps, c'est une question qui suscite une relative indifférence dans la société. Pourquoi ? Parce que, justement, l'indifférence est à la fois ce qui provoque le détachement religieux et ce qui le rend invisible. Mon collègue Guillaume Cuchet, qui a participé aussi à cet ouvrage, aime bien prendre un exemple pour mesurer ce qui se joue dans cette sécularisation. C'est l'exemple des funérailles dans bien des familles. Vous savez que la messe de funérailles, c'est la messe dont, statistiquement, les Français ont la plus grande expérience. Eh bien, dans bien des familles, écrit Guillaume Cuchet, personne ne se rend compte qu'en enterrant la grand-mère, qui est aussi le plus souvent la dernière pratiquante de la famille, puisqu'on sait que dans le catholicisme français, il y a une surfidélité des femmes par rapport aux hommes dans la pratique religieuse. Donc, dans beaucoup de familles, en enterrant la grand-mère, qui est aussi la dernière pratiquante, personne ne se rend compte que l'on enterre aussi le christianisme en même temps. Alors même que ce christianisme structurait la vie familiale. Prenez n'importe quel album photo. Chez vos parents ou grands-parents et regardez comment est structuré le rapport au temps dans cet album photo. Vous verrez qu'il est structuré autour de fêtes religieuses. Les moments où on prenait des photos, c'était les baptêmes, c'était la communion solennelle, puis le mariage. Donc, la vie familiale était structurée par un temps religieux et ce temps se défait sans que la plupart du temps les familles ne se rendent compte de ce qu'elles perdent parce que, comme je vous le disais, l'indifférence est à la fois ce qui suscite le détachement religieux et ce qui en voile les enjeux. Ce détachement, il a aussi bien sûr des effets politiques. Et ce sont les effets politiques dont je vais vous parler ce soir. Car si on pense ce qu'est la sécularisation de la société française, on ne peut pas se contenter uniquement d'observer les chiffres de la pratique religieuse. Le catholicisme a innervé bien plus. Et il a innervé, entre autres, la vie politique, principalement par une alliance entre les catholiques pratiquants et les droites. Or, l'histoire de cette alliance avec cette sécularisation, l'histoire de cette alliance souvent tendue, conflictuelle, elle se perd.
Et elle n'intéresse plus personne puisque l'indifférence voile la sécularisation et ses enjeux. D'où la nécessité de faire cette histoire pour mesurer aussi ce que la sécularisation de la société française fait à la vie politique. Alors, ce soir, je ne vais pas vous proposer de vous présenter exhaustivement cet ouvrage de 800 pages, et puis surtout, je ne voudrais pas vous dispenser de l'acheter à la fin de la conférence. Mais je voudrais avec vous revenir sur quatre moments de notre histoire contemporaine, de l'histoire contemporaine du catholicisme, quatre moments éclairants sur ce qu'a été l'apport des catholiques à la vie politique, quatre moments qui pourtant sont un peu oubliés, et donc je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire afin qu'on puisse en discuter éventuellement. Et puis, j'en viendrai ensuite à tirer quelques leçons de cette vie politique. Alors, quel est le premier moment qui me semble important à penser ? C'est un moment, je dirais, qui commence en 1945 et s'arrête en 1958. C'est ce qui correspond à la 4e République, mais ce qui m'intéresse, ça n'est pas tant le calendrier, enfin la séquence 4e République, que ce qui s'est joué pour les catholiques pendant la 4e République. Et il s'est joué quelque chose de très important et qui est aujourd'hui quasiment oublié. Entre 1945 et 1958, la démocratie chrétienne a connu un âge d'or en France. Et ça, la mémoire en est perdue. Dans la plupart des pays d'Europe, aujourd'hui encore, la démocratie chrétienne joue un rôle majeur dans la structuration de la vie politique. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Autriche, que ce soit en Italie. En France, pendant longtemps, les historiens et les chercheurs de sciences politiques ont dit « il n'y a jamais eu de démocratie chrétienne », ou rien de comparable à ce qu'on peut voir dans les autres pays étrangers. Et c'est une spécificité française qui a longtemps interrogé les historiens. Ce que notre enquête a permis de montrer, c'est qu'il y a eu un bref âge d'or de la démocratie chrétienne. Pourquoi ce moment-là a-t-il été favorable à la démocratie chrétienne ? Pour le comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière. Bien sûr, des démocrates chrétiens, on en trouve depuis le XIXe siècle. Et l'Église catholique a invité les catholiques au ralliement à de nombreuses reprises, depuis les débuts de la Troisième République. En 1890, c'est le fameux toast d'Alger du cardinal Lavigerie. En 1892, c'est Léon XIII qui publie « Au milieu des sollicitudes », dans lequel il invite les catholiques à se rallier au régime républicain, pensant que les catholiques étant majoritaires, la majorité ferait une république catholique. En 1920, c'est Benoît XV qui canonise Jeanne d'Arc, ce qui est une manière aussi de chercher symboliquement à nouer une alliance avec un certain esprit patriotique et républicain, car attention, Jeanne d'Arc, au XIXe siècle, c'est plutôt une icône de gauche et non pas une icône de la droite catholique, parce que c'est une jeune Lorraine, une fille du peuple, et qui est morte persécutée par l'Église. Donc 1920, canonisation de Jeanne d'Arc, et d'ailleurs, quelques mois plus tard, les relations diplomatiques entre la République et le Vatican reprendront. Et puis 1926, c'est le pape Pie XI qui condamne le mouvement monarchiste l'Action française, qui avait une grande influence parmi les catholiques et dans le clergé, manière de dire, encore une fois, que désormais pour les catholiques, la voie, c'est de jouer le jeu de la République. Mais malgré toutes ces invitations au ralliement, les démocrates chrétiens sous la Troisième République sont restés marginaux, parce qu'ils étaient pris dans un contexte de polarisation qui a été accru par toute la conflictualité autour de la sécularisation de la société française entreprise par les républicains à partir de 1877, laïcisation de l'école,
et puis jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et donc, dans ce contexte de polarisation, les démocrates chrétiens sont pris entre deux fronts. Pour les libéraux et les républicains, ces démocrates chrétiens sont encore trop catholiques, et pour les droites catholiques, ces démocrates chrétiens sont beaucoup trop démocrates. Par conséquent, dans le contexte de polarisation, leur espace politique se restreint, même s'ils ont des élus, même s'ils ont des figures, même s'ils ont des journaux, comme l'Aube de Francis Coguet, par exemple, comme le journal 7 des Dominicains. Et finalement, sous la Troisième République, le contexte de polarisation va contribuer à ce qu'aucune figure catholique ne participe au gouvernement après la chute du gouvernement d'ordre moral du maréchal de MacMahon, c'est-à-dire après 1876. Les catholiques sont exclus du gouvernement. Alors bien sûr, tous ceux qui sont au gouvernement sont baptisés, mais ce ne sont pas des militants catholiques. Pourquoi une fenêtre d'opportunité s'ouvre-t-elle en 1945 pour les démocrates chrétiens? Eh bien, tout d'abord, parce que, au sein même de la résistance, les démocrates chrétiens ont joué un rôle majeur. N'oubliez pas que c'est Georges Bidault, figure de la démocratie chrétienne, qui prend la suite de Jean Moulin, après son assassinat. Et dans la résistance, il y a donc un compagnonnage d'armes, de lutte, qui se fait entre les démocrates chrétiens et toute une partie des gauches, et par conséquent, cette lutte commune permet une reconnaissance et une détente. Deuxième élément important, la droite nationale catholique, elle sort discréditée de la Seconde Guerre mondiale et de l'expérience de Vichy. Et il y a un grand moment emblématique de ce discrédit, c'est le procès de Charles Maurras, le penseur de l'Action française, procès qui a lieu en février 1945, procès à l'issue duquel il est condamné à la dégradation nationale pour intelligence avec l'ennemi, et procès au cours duquel viennent témoigner des grandes figures de la démocratie chrétienne que Charles Maurras avait pris à partie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la revanche des démocrates chrétiens. Et puis, troisième facteur qui facilite l'arrivée des démocrates chrétiens, c'est que les évêques sont sommés d'être discrets après la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, ils ne sont plus en mesure de réguler l'action politique des catholiques, et ça ouvre un espace de liberté pour les laïcs. N'oubliez pas que lors de la libération de Paris, le cardinal Suard n'est pas invité à participer au Magnificat qui est chanté à Notre-Dame. Il est invité à rester sagement dans ses appartements rue Barbet de Jouy parce qu'on lui reproche d'avoir célébré quelques mois auparavant avec toute la pompe les obsèques de Philippe Henriot, député catholique, par ailleurs de bordelais, mais grande figure propagandiste de Radio Paris et de la collaboration. Les démocrates chrétiens ont donc un boulevard, et leur parti, le MRP, le Mouvement républicain populaire, va bénéficier finalement de cette situation et devenir le parti pivot de la 4e République. Un parti pivot qui occupe un large centre, du centre-gauche au centre-droit. Georges Bidault, qui fut une figure importante du MRP, aimait à dire que c'était un parti qui, avec un électorat de droite, menait une politique de gauche. C'est une certaine conception du centre, disons. Et ce parti pivot du centre va être de la plupart des gouvernements de la 4e République, ce qui fait, et c'est complètement nouveau, qu'avec le MRP, eh bien, il y a une élite gouvernementale catholique qui va émerger avec de grandes figures qui vont participer à des gouvernements successifs. Robert Schuman, Pierre Fimelin, Georges Bidault, Edmond Michelet. Et puis, même en dehors du MRP, il y a d'autres figures catholiques importantes, comme Antoine Pinet. Dans la liste que je viens de vous citer, retenez Robert Schuman ou Edmond Michelet, dont les causes de béatification sont encore ouvertes aujourd'hui. Ce qui est bien dire que ce sont des figures à la fois gouvernementales éminentes et néanmoins des catholiques très engagés. Cette politique
le fait que les démocrates chrétiens accèdent durablement au gouvernement, ça va aussi leur permettre de déployer des politiques publiques spécifiques. Ils vont être des acteurs incontournables de la réconciliation franco-allemande, des acteurs importants de la construction européenne, c'est connu, mais aussi des acteurs importants, c'est moins connu, de la pacification française, c'est-à-dire de la sortie de l'épuration. François Mauriac allant très souvent prêcher pour, on va dire, une forme de pardon pour un certain nombre d'intellectuels compromis, ou du moins pour que leur condamnation à mort soit commuée en condamnation à perpétuité. Cet engagement pour sortir la France d'une épuration trop dure lui valut le surnom de Saint François des Assises. Et bien sûr, le fait que les démocrates chrétiens aient une place aussi centrale sous la Quatrième République, cela va aussi contribuer à infléchir la culture républicaine. Car finalement, depuis 1876 et la fin du gouvernement de l'ordre moral, comme je vous l'ai dit, sous la Troisième République, il n'y eut plus de figure majeure du catholicisme accédant au gouvernement. Et la République, elle s'est donc construite contre l'Église, dont il fallait faire reculer l'emprise sur la société afin de faire émerger un peuple en mesure de soutenir la République naissante. Les catholiques accédant au gouvernement, eh bien, ils vont infléchir la culture républicaine parce qu'avec les catholiques, il y a toute une culture de la longue durée de l'État qui se renoue avec la culture républicaine. Et cela va se traduire de plusieurs manières. Tout d'abord, par une certaine pacification de la guerre scolaire. 1957, loi Barranger qui permet le financement des écoles privées. C'est une révolution politique par rapport à ce qu'était la culture républicaine antérieure. 1951, loi Barranger. Et puis, le 13 mai 1957, j'imagine que vous en souvenez, date majeure d'un infléchissement qui a totalement été oublié. Le président René Coty part en voyage officiel au Vatican. Premier président de la République à aller rencontrer un pape. Pie XII l'accueille, lui remet le collier de commandeur de l'Ordre du Christ et, portant ce collier, René Coty va à la cathédrale du Latran recevoir le titre de chanoine honoraire du Latran, renouant ainsi avec un vieil usage royal. C'est, pour la culture républicaine, une inflexion majeure. Et cette inflexion, elle va être approfondie, et je dirais gravée dans le marbre, dans les années qui vont suivre. J'en arrive à mon second moment important, le moment 1958-1968. Une décennie. Une décennie très importante marquée par les débuts de la Ve République. Alors bien sûr, vous vous en souvenez, la Quatrième République, sur quoi bute-t-elle ? Elle bute sur la guerre d'Algérie, sur la décolonisation qui va diviser la plupart des partis politiques et qui va également diviser les démocrates chrétiens, entre une aile gauche et une aile droite. Le putsch d'Alger, le 13 mai 1958, va favoriser le retour au pouvoir du général de Gaulle, et donc un retour de la droite au pouvoir. Et le général de Gaulle reprend le pouvoir, vous vous en souvenez, en cherchant à restaurer les institutions, d'où la Constitution de 1958 qui va suivre. Cette Constitution de 1958, il faut s'y arrêter aussi, parce que c'est elle qui parachève, je dirais, le mouvement d'inculturation entre la culture républicaine et le catholicisme que les démocrates chrétiens ont amorcé sous la Quatrième. En 1958, il y a des controverses politiques, certains partis cherchant à ce que
il soit fait mention de Dieu dans le préambule de la Constitution. C'était entre autres la position de Pierre Poujade. Il ne sera pas fait mention de Dieu dans le préambule de la Constitution, mais le général de Gaulle, qui cherche à avoir le soutien des catholiques, écrit un courrier, c'est raconté dans le livre par Charles Mercier, il écrit un courrier à l'Assemblée des cardinaux archevêques pour leur dire que, en définitive, quoi qu'il soit marqué dans le préambule de la Constitution, il leur suffirait de s'engager franchement pour cette Constitution, pour considérer que celle-ci, pour considérer que la République de fait serait baptisée, c'est-à-dire qu'elle leur rendrait bien. Et d'ailleurs, dans l'article 1er de la Constitution, il est bien marqué que la République est laïque, mais il est immédiatement écrit qu'elle respecte toutes les croyances, ce qui est une inflexion pour qui sait lire ce genre de texte aride, très explicite. C'est bien le signe que cette République nouvelle sort de ce qui fut la guerre des deux France sous la Troisième République et que désormais la laïcité n'est plus pensée comme une laïcité de combat, mais qu'elle devient une laïcité de reconnaissance, ne cherchant plus à faire reculer l'emprise du catholicisme sur la société, mais au contraire à s'appuyer sur le catholicisme comme partenaire de la régulation du social. Et d'ailleurs, en 1959, c'est l'adoption de la loi Debré qui va sceller, je dirais, la paix scolaire durablement, permettant le financement de l'école catholique. Cette loi Debré de 1959, elle vaut un quasi-concordat. La Ve République est donc la première république qui est fondée à droite, et par conséquent, son rapport au catholicisme est très détendu, très bienveillant. Et c'est très net dans la première décennie de la Ve République. Le général de Gaulle va faire comme René Coty, et il va se rendre au Vatican pour recevoir le titre de chanoine honoraire du Latran. C'est la seconde fois, et désormais, ça devient une coutume républicaine. Tous les présidents de droite iront recevoir le titre de chanoine honoraire du Latran au Vatican. Bon, à l'exception de Georges Pompidou, mais vu que son mandat fut écourté, on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. Les présidents de gauche, en revanche, ne se sont jamais conformés à cette forme de coutume, et si vous voulez le savoir, si l'on regarde ce critère-là, Emmanuel Macron se situe dans la filiation des présidents de droite. Second élément important, le gouvernement gaulliste va défendre des positions morales qui sont celles de l'Église catholique, par exemple en appuyant la demande de censure du film de Jacques Rivette, La religieuse, qui sort en 1966. La gauche dénonce alors un retour de l'ordre moral. Mais pourtant, ça n'est pas du tout ça qui se joue après 1958. Ce n'est pas un retour de l'ordre moral. Au contraire, ce qui est très intéressant, et ce qui est aussi complètement oublié, c'est que l'Église catholique et la Ve République naissante consonnent totalement dans leur recherche de modernisation de la société sans rupture avec la tradition. Et à ce titre, il est très intéressant de faire un parallèle entre Jean XXIII et le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que les deux sont attendus plutôt comme des candidats conservateurs. On craint que le général de Gaulle ne devienne un dictateur quand il reprend le pouvoir en 1958, et quand il est élu, Jean XXIII, il est plutôt pensé comme un candidat proche des conservateurs. On ne soupçonne pas ce qui va suivre. Le général de Gaulle, comme Jean XXIII, vont donc prendre une partie de leurs fidèles à rebours en 1962. Le général de Gaulle par les accords d'Évian, qui viennent complètement décevoir ceux qui l'ont porté au pouvoir en 1958, pour garder l'Algérie française, et Jean XXIII lance le Concile Vatican II.
Le général de Gaulle, comme Jean XXIII, sont aussi partisans d'une modernisation, mais d'une modernisation sans rupture avec la tradition. Et ce que fait le Concile Vatican II, ensuite sous la gouverne de Paul VI, est à comparer à ce que va entreprendre le général de Gaulle avec le plan calcul, le Concorde, le soutien aux pays non alignés d'un point de vue géopolitique, alors qu'au même moment, on a Paul VI aussi qui va défendre Paul VI qui va défendre le tiers-monde, les pays non alignés. On a cette volonté d'une modernisation sereine. Et les catholiques de droite participent alors pleinement à la modernisation de la société française. Un fait oublié, c'est Lucien Neuwirth, député gaulliste catholique, qui, en 1967, va voir le général de Gaulle en lui parlant du problème de la contraception. Et recevant l'accord du général de Gaulle, et, dit-on, de sa femme, c'est lui qui va soutenir et faire voter par une majorité gaulliste l'autorisation de la pilule contraceptive, la loi Neuwirth de 1967, à un moment où d'ailleurs, à la demande de Paul VI, au Vatican, il y a une commission qui réfléchit à la question. La question semble encore relativement ouverte. C'est avec humanévité, en juillet 1968, qu'elle se ferme. Donc, vous voyez, les catholiques et les droites sous la Ve République sont des acteurs de la modernisation de la société française. Et les droites catholiques participent pleinement, je dirais, au mouvement conciliaire. Et il est intéressant de voir aussi qu'au sein même des droites, il y a une opposition nationale catholique qui se recrée en opposition à ces deux évolutions, le gaullisme, surtout après 62, les accords d'Évian, et le Concile Vatican II. 62, vous savez, c'est l'attentat du Petit Clamart, du lieutenant-colonel Bastien Thierry, qui, quelque temps auparavant, lisait encore les pages sur le régicide de Thomas d'Aquin pour penser son acte. Donc on a une opposition catholique qui se crée contre ces deux évolutions. On a là le national-catholicisme qui avait été écarté avec le procès de Maurras en 1945, il se reconstitue dans, je dirais, les tourments des débats conciliaires et de la fin de la guerre d'Algérie. Alors comment se finit cette période de modernisation ? Je vous ai donné la date de 1968, mais à mon avis, il faut revenir un petit peu avant. C'est trop facile de toujours tout mettre sur le dos de 68. Or, à mon avis, l'année 1965 est assez intéressante à scruter, parce que 1965, c'est censé être une double année de triomphe. Le triomphe de la République gaulienne, pourquoi ? Parce que c'est la première élection du président de la République au suffrage universel, ce qui est le parachèvement, je dirais, de la restauration des institutions entreprise par le général de Gaulle, par Michel Debré aussi. Or, cette élection présidentielle ne donne pas les résultats attendus, puisque le général de Gaulle, qui s'attendait plutôt à être élu au premier tour, est en ballottage. 1965, c'est aussi la fin du Concile Vatican II. Donc, moment d'apogée d'une démarche qui a tenu en haleine le monde entier et qui replace l'Église catholique de plein pied dans la modernité. Et on attend de cette modernisation beaucoup de bénéfices. Or, ce qu'observe le chanoine Boulard, qui est le statisticien de l'Église de France, c'est que 1965, c'est une accélération de la décrue de la pratique religieuse des jeunes, contrairement à ce que l'on pouvait attendre. Tout ça nous conduit au troisième moment qui, quand même, commence, rassurez-vous, avec mai 68, même si, en histoire, il n'y a jamais de tournant absolu. Ce troisième moment, 68, enfin, ou disons plutôt, oui, 65-75, voilà. 65-75, encore une décennie, c'est un tournant important, puisque c'est le moment où va jouer pleinement le processus de sécularisation dans la vie politique française. Alors, bien sûr, rien ne commence en mai 68, mais
En mai 68, mai, juin 68, mars, rajoutons mars, mouvement du 22 mars, bon, au printemps 68, ce qui se passe, c'est que toute la logique de modernisation de la société qui dominait les années 60, 50-60, cette logique de modernisation de la société, elle se trouve disqualifiée comme une forme de conservatisme. Pourquoi ? Parce que le changement social s'est accéléré et s'est déplacé. Là où Jean XXIII et le général de Gaulle pensaient le changement social à partir des grandes institutions structurant la société, mai 68 vient contester la valeur même de ces institutions, puisqu'elles sont disqualifiées comme aliénantes, comme des entraves à la liberté individuelle. Ce qui se joue au printemps 68, c'est donc l'individualisation de l'horizon de la modernisation, et donc de l'horizon de l'émancipation. Et par conséquent, toutes les institutions qui structuraient l'ordre social se trouvent désormais suspectes d'être des obstacles à l'émancipation. René Raymond disait à l'époque que les institutions qui avaient probablement le plus souffert de mai 68 étaient celles qui avaient la plus forte ambition de régulation du social. Et il aimait à mettre dans le même paquet le Parti communiste et l'Église catholique. Effectivement, dans la radicalisation chrétienne qui s'affirme aussi en mai 68, on l'oublie trop souvent, mais les catholiques sont partie prenante de mai 68. Le clergé, les aumôniers sont partie prenante de mai 68. Ce clergé disqualifie les avancées conciliaires comme trop tièdes. Entre autres, sur la question du sacerdoce, qui n'a pas été discutée dans le cadre du concile. On a un mouvement de prêtres, échange et dialogue, qui se crée et qui revendique la déclergification, c'est-à-dire le travail, le mariage pour les prêtres. On a, en gros, tout un clergé qui considère que pour relégitimer l'Église dans ce moment d'accélération du changement social, il faut placer l'Église à côté de toutes les luttes de gauche. Il y a des enquêtes très intéressantes pendant les années 70 qui sont faites par René Raymond et Christelle Perfit, des enquêtes sur les orientations électorales du clergé. Que montrent ces enquêtes ? C'est que à 70%, le clergé de moins de 40 ans vote à gauche. Ce qui ne représente, alors même que dans le clergé de plus de 40 ans, le vote à gauche ne représente que 9%, et dans l'ensemble des catholiques pratiquants, le vote à gauche ne représente que 17%. Donc on a vraiment un moment gauchiste dans une partie du clergé, et ce gauchisme, on peut le penser comme une forme de sécularisation interne. C'est le sociologue François-André Isambert qui propose cette hypothèse. L'engagement à gauche est une manière de chercher à relégitimer donc le catholicisme, et les évêques vont suivre. Les évêques vont critiquer, par exemple, la stratégie de dissuasion nucléaire française. Monseigneur Jean Ménard, l'évêque de Rodez, va prendre la tête des mobilisations contre l'extension du camp militaire du Larzac. Monseigneur Marty, l'archevêque de Paris, refuse la place qu'on lui propose dans la tribune officielle du 14 juillet. Et les évêques, c'est raconté, n'osent plus répondre à une invitation à Matignon de Jacques Chirac de peur d'être associés à l'ordre établi. Donc une volonté de se positionner proche des contestations sociales pour justement sauver l'Église du discrédit de tout ce qui est associé à l'ordre établi. Et bien sûr, ça se traduit aussi dans la légitimation de l'engagement des catholiques à gauche. En 1972, réunis à Lourdes, comme c'est le cas en ce moment, les évêques publient un texte qui s'intitule « Pour une pratique chrétienne de la politique », dans lequel ils affirment que le pluralisme politique des catholiques est une bonne chose totalement légitime. Pour une pratique chrétienne de la politique, tout est dans le titre.
il n'y a plus de politique chrétienne. Il n'y a plus que des pratiques, pluriel, des pratiques chrétiennes de la politique. Et l'engagement à gauche des catholiques se trouve légitimé, ce qui est faire un très beau cadeau au catholicisme de gauche, alors même qu'il ne représente qu'une minorité de l'électorat catholique qui reste toujours ancré très massivement à droite, comme le montrent les travaux des sociologues Guy Michelat et Michel Simon en 1977 dans un ouvrage classique de la sociologie électorale qui s'intitule Classe, religion et comportement politique, ou comportements électoraux, je ne sais plus, dans lequel il montre que malgré tout ce discours enthousiaste sur l'engagement des catholiques à gauche, les grandes masses catholiques, elles restent des électeurs ou des électrices fidèles des droites de gouvernement à plus de 75%, à chaque élection de manière stable. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, les droites aussi se sécularisent. Et c'est le tournant amorcé par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, à la mort de Georges Pompidou. Valéry Giscard d'Estaing a bien compris qu'il faut également, pour relégitimer les droites, les ajuster à cette accélération du changement social qui s'est illustrée en mai 68. Et par conséquent, il va repositionner les droites sur le libéralisme, décrochant toute la mémoire des conservatismes et du catholicisme au sein des droites. Valéry Giscard d'Estaing se prononce en faveur d'une nouvelle société et, une fois élu, c'est la loi Veil, c'est la majorité à 18 ans, c'est l'élargissement des conditions d'accès à la contraception, etc. Donc, des mesures de participation à cette individualisation de l'émancipation portée par 68. Les droites se repositionnent sur le libéralisme. Et du coup, que se passe-t-il ? Eh bien, les droites catholiques qui étaient omniprésentes dans le gaullisme, ces droites catholiques, elles se trouvent invisibilisées parce qu'elles deviennent indésirables aux yeux de la hiérarchie catholique et indésirables aux yeux des élites des droites qui cherchent à se repositionner sur le libéralisme. La dimension structurante qu'est le catholicisme au sein des droites, après 1974, elle devient souterraine. Mais il est intéressant de voir que, devenue souterraine, elle ne réapparaît que de manière protestataire. Et ça, on le voit dès 1974. Quel est celui qui, en 1974, cherche à refaire du catholicisme un élément d'identité politique pour résister à la libéralisation? C'est Jean Royer, le maire de Tours, qui se positionne comme gardien de l'ordre moral, et qui positionne sa candidature contre la dissolution des mœurs. J'en arrive à mon quatrième moment. Quatrième moment, c'est donc une longue période, on pourrait dire de 84 à nos jours. Qu'est-ce qui est intéressant pendant cette longue période ? Eh bien, c'est que le catholicisme étant devenu une dimension souterraine des droites, et les droites étant devenues une dimension souterraine de l'Église, cette dimension catholique des droites ne réémerge que dans un contexte très particulier. En dehors des partis, par la rue, par la manifestation, quand les partis de droite sont défaits. Et là, il est très intéressant de comparer trois dates. 1984, mouvement pour l'école libre, 1999, mouvement de génération anti-Pax, 2012-2013, manif pour tous. Quel est le point commun entre ces trois moments ? C'est qu'à chaque fois, la droite est défaite et il y a une alternance, la gauche arrivant au pouvoir. La gauche arrivant au pouvoir, il y a une accélération du changement social lié à l'agenda politique et sociétal des gauches.
Et ce sont les catholiques qui sont seuls en mesure, dans ce contexte-là, de faire descendre une population de droite dans la rue contre les partis de droite et très souvent contre la hiérarchie catholique, ou indépendamment d'eux. Il est aussi intéressant de comparer ce qui se joue de différent entre ces trois moments. 1984, donc, c'est le mouvement qui va faire reculer la proposition de loi Savary, qui a pour enjeu de créer un grand service national de l'enseignement. Et 1984, c'est un mouvement qui gagne, qui parvient à faire reculer le projet de loi et qui parvient à faire chuter un gouvernement pourtant fraîchement élu et sur lequel pèsent toutes les attentes d'une alternance si longtemps désirée par les gauches sous la Ve République. Donc ça n'est pas rien. Pourquoi est-ce que 1984, ça marche ? En 1984, ça marche parce que les catholiques arrivent alors à faire France. C'est-à-dire qu'on leur reconnaît la capacité d'incarner la majorité silencieuse. Et quand on lit les journaux d'époque, il est très, très amusant de voir comment les journalistes décrivent la foule. Les Lodennes étaient mêlés aux anoraks. C'est la formule. C'est la formule pour dire qu'on a là un mouvement relativement large. Et Jean-Marie Lustiger, qui a joué un rôle important dans cette mobilisation, se garde bien de donner une apparence trop catholique à ces manifestations. Et d'ailleurs, lors de la grande manifestation à Versailles, au début de l'année 1984, il fait un discours dans lequel il dit « Qui êtes-vous » à plusieurs reprises, « Qui êtes-vous, vous tous qui êtes réunis là ?» Vous, qu'aucun parti ou qu'aucune église n'aurait pu rassembler. Manière de dire « Nous n'y sommes pour rien, les partis politiques, hors de question que vous cherchiez à récupérer cet événement, donc cette foule, c'est la France, et ça marche. » 1999, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourtant, il y a eu toute une stratégie choisie par Christine Boutin, Tugdual d'Herville, pour donner un aspect jeune au cortège du mouvement Génération Antipax. Tout cela pour faire bénéficier à cette mobilisation conservatrice du regain de légitimité que les JMJ de Paris en 1997 ont redonné à l'Église. Mais le fait qu'on mette des casquettes à l'envers aux manifestants et qu'on fasse défiler des chariots de hip-hop ne trompe pas les journalistes qui observent les cortèges. Et dans les pages de Libération, je crois que c'est Blandine Grosjean qui couvre la manifestation, écrit « Quand on est près du podium, une petite fille est perdue, la petite Sixtine cherche ses parents, qu'ils viennent, etc., etc. » Et Blandine Grosjean observe que, eh bien, cette foule qui manifeste, c'est la même ambiance qu'une sortie de messe à Versailles, un dimanche. C'est la France des Lodennes, la formule est élaborée à ce moment-là, qui se mobilise. Qu'est-ce que la France des Lodennes ? Bon, le Loden fut très à la mode dans les années 80, mais en 99, la mode est un peu passée. Qu'est-ce que la France des Lodennes ? C'est la France d'une vieille bourgeoisie, un peu vieille France, un passé qui ne veut pas passer, un groupe particulier qui défend sa culture propre. Ça n'est pas la France, c'est un groupe particulier qui ne peut pas incarner l'intérêt général. Échec. D'où toute la stratégie déployée en 2012-2013 par la Manif pour tous pour esquiver la particularisation du groupe et restaurer la capacité de la mobilisation à représenter la France et à adresser un message qui puisse toucher largement. Et que fait la Manif pour tous ? Elle réemploie des codes de communication venus de la gauche. Elle brouille les pistes en donnant des consignes vestimentaires. C'est en définitive un aveu que les catholiques ont désormais bien compris que leur statut est minoritaire et que s'ils veulent faire entendre leur cause, ils doivent s'effacer et emprunter un langage qui n'est pas le leur, mais qui renvoie aux valeurs dominantes. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que
dans ces cortèges, dans l'une des manifestations de la Manif pour tous, eh bien, ce sont les codes visuels de mai 68 qui seront repris, par exemple. Donc, dans cette période, on a une trajectoire de minorisation du catholicisme qui est très importante. Et cette trajectoire de minorisation, elle va jouer sur le vote catholique. Comme je vous l'ai dit, sous la Ve République, le vote des catholiques pratiquants, il est stable. Les catholiques pratiquants votent, si on regarde les élections présidentielles, toujours à hauteur d'environ 70 à 75% pour la droite de gouvernement. Dans les années 80, Guy Michelat et Michel Simon ajoutent que les catholiques pratiquants sont, au sein des droites, un des électorats le plus résistant à la tentation du vote Front National, contrairement aux catholiques non pratiquants qui votent pour le Front National au-dessus des moyennes nationales. Guy Michelat et Michel Simon confirment cette loi de la sociologie électorale à chaque élection. Mais en 2015, ça commence à bouger. 2015, vous en souvenez, attentat contre Charlie Hebdo, puis 2016, attentat, assassinat du père Jacques Hamel. La France entre dans un moment de forte tension liée au terrorisme islamiste. Les chrétiens sont plusieurs fois, les catholiques sont plusieurs fois la cible de ces attentats, dans un contexte aussi marqué par d'importants flux migratoires liés à la guerre en Syrie, qui sensibilisent les catholiques à la question des chrétiens d'Orient et qui donnent aussi aux catholiques le sentiment, parfois, de devenir des chrétiens d'Orient dans leur propre pays. 2015, aux élections régionales, on voit pour la première fois que les catholiques pratiquants commencent à s'aligner sur les moyennes nationales dans leur rapport au vote Front National. « 2017, second tour particulier, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, on voit pour la première fois 27% des catholiques pratiquants voter en faveur de Marine Le Pen, même si c'est un second tour un peu particulier, et que ce vote peut être un vote par défaut, il a moins de valeur qu'un vote au premier tour, on voit quand même qu'il y a une banalisation qui se joue là. Et puis, la dernière élection présidentielle, celle de 2022, eh bien, on voit un éclatement de l'électorat catholique, puisque désormais, au sein de l'électorat catholique pratiquant régulier, c'est le seul pertinent pour regarder pour que le rapport entre religion et vote soit pertinent, qu'observe-t-on? C'est que pour la première fois, le vote en faveur de partis contestataires atteint quasiment 40%. Alors détaillons ce vote. Emmanuel Macron arrive en tête, mais avec 25%, ce qui est très faible dans l'électorat catholique pratiquant, d'autant plus que ça additionne des voix de gauche comme de droite en faveur d'Emmanuel Macron. Et ces 25% sont d'autant plus faibles qu'en 2017 encore, François Fillon, malgré le Penelope Gate, obtenait au premier tour 55% des voix des catholiques pratiquants. Donc 25% en 2022 en faveur d'Emmanuel Macron. Suit ensuite Marine Le Pen, 21%, ce qui est un peu en deçà des moyennes nationales. Et puis, toujours en restant dans les votes de droite, arrive en troisième position Éric Zemmour à 16%, donc le double de sa moyenne nationale, puis Valérie Pécresse à 8%, ce qui est aussi le double de la moyenne nationale. Et donc, si on additionne Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, et puis on arrive quasiment à 40%, ce qui montre bien une évolution majeure de l'électorat catholique. Alors, comment expliquer que cette évolution, et j'en viens à quelques éléments de conclusion. Vous avez pu voir que cette histoire du rapport des catholiques aux droites, elle est loin d'être linéaire, et que cette histoire, on ne peut absolument pas la résumer à un déclin continu depuis la Révolution française. Or, c'est trop souvent la représentation que l'on en a. Et c'est l'effet sur nos mémoires de la sécularisation qui fait perdre
la mémoire de l'expérience historique réelle des catholiques en politique. Trop souvent, quand j'interroge des jeunes catholiques sur le rapport de l'Église à la politique, ils me parlent de la Révolution française, et puis ils me parlent de la guerre des deux France. Après, il n'y a rien. Donc on reste dans cet imaginaire conflictuel. Il y a un oubli total, donc, de la démocratie chrétienne et de la participation importante des catholiques à la modernisation de la société française par les droites. Donc cette histoire, ce n'est pas l'histoire d'un déclin linéaire. Il y a des âges d'or, il y a du déclin, il y a des retours. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aussi, l'influence des catholiques en politique ne dépend pas de leur nombre. Et paradoxalement, on a vu en 1984, en 1999, mais surtout en 2012-2013, où la Manif pour tous, elle a quand même fait reculer François Hollande sur un certain nombre de choses, eh bien qu'un groupe minoritaire est conscient qu'il est devenu minoritaire, peut finalement mieux s'organiser pour peser qu'une majorité. C'est une constante en sciences politiques. Les minorités sont souvent plus influentes que les majorités. Et donc, c'est le paradoxe, c'est qu'en cessant d'être une majorité, le catholicisme n'a pas perdu son influence. Mais son influence passe désormais par des voies plus contestataires. Ensuite, ce qui est intéressant quand on prend cette période, c'est qu'il y a un paradoxe. La période s'ouvre par la démocratie chrétienne, construction européenne, et la période se ferme, sans réduire l'électorat catholique à ça, mais par l'extrême attraction qu'a pu avoir Éric Zemmour parmi les catholiques pratiquants en 2022. Comment expliquer que ceux parmi les catholiques qui semblent les plus ajustés aux valeurs de la modernité s'effacent et que ceux qui sont les plus en résistance au changement social se maintiennent si bien? Deux hypothèses pour comprendre. Trois même, en fonction de votre patience. La première, c'est que dans un contexte d'effondrement, le catholicisme se recompose sur ceux qui restent, et tendanciellement, ceux qui restent sont plus conservateurs que ceux qui se sont détachés. Donc en devenant minoritaire, le catholicisme devient aussi plus conservateur et éventuellement plus droitier. Deuxième explication. À chaque accélération du changement social, le rapport des catholiques à la vie politique peut être découragé. Et des catholiques qui avaient confiance dans l'avenir, qui pensaient que les catholiques avaient toute leur place dans l'avenir de la société, eh bien, ils commencent à douter de l'avenir et ils glissent d'une position que l'on pourrait qualifier de concordiste, c'est-à-dire la confiance dans un avenir, la confiance dans l'avenir, à une position plus conservatrice, l'idée que, bon, quand même, l'avenir ne sera bon que si on y maintient certaines choses. Et donc, à chaque accélération du changement social, pour les catholiques, à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, on voit les rangs du centre fondre un petit peu, et des gens qui... les militants glisser progressivement vers leur droite, les concordistes glisser vers le conservatisme, et puis les conservateurs glisser éventuellement vers une posture réactionnaire. Donc, le changement social, progressivement, je dirais, épuise les rangs centristes et renforce sans cesse et renouvelle les rangs réactionnaires. C'est-à-dire ceux qui considèrent que le présent est décadent, l'avenir ne sera qu'un approfondissement de cette décadence tant qu'un mauvais changement social ne sera pas défait dans le passé pour restaurer la possibilité d'un autre avenir. Et puis, bien sûr, il faut aussi comprendre ce que fait la minorisation aux catholiques. Un chiffre pour ça. L'enquête EVS, une grande enquête européenne sur les valeurs, l'enquête EVS de 2018, elle montre que dans la tranche des 18-29 ans, en France, il y a 15% de catholiques déclarés et 13% de musulmans déclarés. Le sociologue qui commande ces chiffres, Claude Dargent, écrit qu'il y a donc des courbes en ciseaux
de la pratique religieuse musulmane et catholique dans les jeunes générations, et il écrit même que si, dès 2018, on avait posé une question sur l'importance de la foi pour ces jeunes, le nombre de musulmans convaincus dépasserait déjà le nombre de catholiques convaincus. Par conséquent, dans les jeunes générations, le renouvellement du paysage religieux est absolument considérable, ce qui crée un profond sentiment de déclassement. Et cette minorisation elle permet aussi, paradoxalement, que la référence à la foi catholique que la référence au catholicisme ne corresponde plus à la foi. Pour la plupart des Européens aujourd'hui, la référence au catholicisme, l'expérience du catholicisme, c'est quoi? Ce n'est pas une expérience spirituelle, c'est une expérience patrimoniale. Ils connaissent le catholicisme par un patrimoine. Et du coup, la sécularisation, la minorisation rend possible une bien plus large instrumentalisation du catholicisme en politique. Vous comprenez, c'est paradoxal. Et on le voit dans toute l'Europe, des partis qui se mobilisent au nom des racines chrétiennes. Racines chrétiennes qui servent à quoi? Qui servent à affirmer qu'il y a une culture européenne propre auquel ne s'intégreront jamais les populations allogènes, tout particulièrement musulmanes. Le catholicisme sert alors de frontière culturelle. Eh bien, dans un catholicisme en déclassement, le catholicisme devenant une ressource politique utilisée par des leaders populistes pour contrer et délégitimer des vagues migratoires, eh bien, cela crée une dynamique favorable à une reformulation, à une reconstruction d'un national-catholicisme, d'un genre nouveau, que l'on aurait trop vite fait de qualifier de retour du maurassisme. On fait comme si Maurras était le seul à avoir inventé le rapport entre nation et catholicisme, ce qui est une bien plus longue histoire. Donc on a là un contexte nouveau, et je crois qu'il faut y prêter attention parce que potentiellement, ce glissement d'une partie des catholiques pratiquants, minoritaires, ne l'oubliez pas, mais c'est une tendance significative. Ce glissement vers l'extrême droite peut contribuer à transformer le rapport de force interne aux droites. Et peut-être que la sécularisation du catholicisme va avoir comme effet de faire basculer l'équilibre interne aux droites en faveur de l'extrême droite. Alors même que l'électorat catholique avait été jusqu'à présent le pilier de la droite de gouvernement. Bien, j'ai trop parlé, je vous soumets un problème pour finir et nous pouvons maintenant en discuter. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez vu la petite affiche. Si vous avez rempli vos petits papiers, je peux me proposer de passer parmi vous pour savoir si vous avez des questions. Je ne sais pas, levez la main. Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. Moi je tourne aussi la question dans votre sens, c'est pas les partis de droite qui ont évolué de façon à envoyer éventuellement l'électorat catholique vers l'extrême droite pour reprendre votre question finale. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui ne peut pas être forcément à droite, c'est l'évolution des partis politiques de droite, justement sur la période que vous avez évoquée. Merci. Alors, je vais répondre tout de suite. Effectivement, vous me permettez d'apporter une autre dimension à l'analyse. Vous avez raison. Bon, vous imaginez bien qu'en 1 heure, je ne peux pas épuiser la matière du livre, mais bon, vous en rendrez compte une fois que vous l'aurez lu, n'est-ce pas? Dans un contexte, comme je vous l'ai dit, où le catholicisme se recompose sur ceux qui restent, qui sont tendanciellement plus conservateurs. Ces catholiques, je les appelle les catholiques observants, et ce sont des catholiques qui sont porteurs d'une sensibilité à la défense de la vie, de la conception,
jusqu'à la mort naturelle. Par conséquent, contrairement à ce que pouvait penser toute une sociologie des années 70, le catholicisme ne se recompose pas autour de causes progressistes, mais il se recompose et il se maintient autour de causes plutôt classiques et conservatrices. Bien. Or, ces mobilisations, les mobilisations auxquelles participent ces catholiques, comme la Manif pour tous, elles ancrent aussi, l'expérience militante contribue aussi à ancrer ces catholiques dans une résistance au changement social. Or, les partis de droite ne s'ajustent jamais durablement sur cette demande de résistance au changement social. Et après chaque nouvelle loi, adoption de la première loi bioéthique en 1994, le Pax en 1999, la légalisation, l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe en 2013, les partis de droite ne sont pas revenus sur ces évolutions. Et par conséquent, cela imposait un dilemme aux militants catholiques au sein de ces droites. Ou bien rester intégrés à ces partis parce que ce sont les partis qui permettent d'accéder au gouvernement et donc de faire concrètement de la politique, mais du coup en renonçant ou en passant au second plan certaines de leurs convictions, ou bien sortir de ces partis et chercher à fonder de nouveaux partis. Il y a eu des tentatives à cette fin, il y a eu Sens commun, il y a eu le Cercle Fraternité, il y a eu le PCD qui est né après 2002. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations, 99, etc., à chaque fois il y a eu une tentative de transformer les manifestants en électeurs. Donc c'est en 2002 la candidature de Christine Boutin, en 2017 c'est François Fillon, c'était pas, même si c'est une affaire un peu plus complexe, François Fillon. Et donc à chaque fois il y a une déception. Et cette déception, elle explique aussi, vous avez raison, elle explique aussi un glissement droitier. Il y a une analyse que je trouve très intéressante, c'est celle qu'a proposée Albert Thibaudet, qui est un critique littéraire des années 20, très intéressant, un analyste très fin, qui dit finalement la vie politique en France, elle est prise dans une tendance sinistrogire, c'est-à-dire que les nouvelles idées naissent à gauche et progressivement avec le temps, eh bien, la droite finit par les accepter, ce qui fait que les droites sont d'anciennes gauches. Bon. Alors, non, on peut en rire, mais en même temps, la proposition est intéressante. Le nationalisme, la question de la nation, ça vient de la gauche, ça glisse à droite. Le libéralisme, c'est une position critique de gauche qui glisse à droite. La laïcité, moi, aujourd'hui, quand je vois Bruno Retailleau se mobiliser contre le foulard, je me dis, c'est fou, il est sur un positionnement républicain que jamais les catholiques de droite n'auraient eu en 1905. Donc on a un glissement comme ça. Et donc, ceux qui refusent ce glissement des valeurs, et ils vont d'autant plus refuser ce glissement des valeurs qu'ils construisent leur résistance aux valeurs d'un point de vue religieux, eh bien, ils sont poussés vers leur droite, ou ils sont poussés en dehors de la vie politique. Et ça aussi, il faut en parler. C'est-à-dire que vous avez un mouvement de droitisation, mais vous avez aussi, moi, chez les militants de la Manif pour tous que j'ai pu suivre, un certain nombre qui disent « mais la politique, c'est fini. L'essentiel, c'est ce que je vais faire avec ma famille, ce que je vais faire dans mon quartier, ce que je vais faire dans ma paroisse, c'est l'école, je deviens prof, c'est l'école, etc., etc. » Donc une forme de déplacement de l'horizon du politique. Donc effectivement, vous avez raison, ces tendances jouent aussi en parallèle dans ces recompositions. Une illustration, ce sont toutes ces écoles indépendantes qui sont créées aujourd'hui par des catholiques, qui justement se reconnaissent de moins en moins dans l'enseignement dit catholique, et qui veulent absolument que leurs enfants aient quelque chose de réellement affirmé par rapport à leur foi. Et on le voit, c'est pas un mouvement qui est présent, y compris en Chine. Bien sûr, vous avez raison. Ça, j'ai raconté l'histoire de ce mouvement dans mon précédent livre qui s'intitule « Une contre-révolution catholique aux origines de la Manif pour tous », où je fais toute une préhistoire finalement de la montée en puissance de logiques conservatrices dans l'Église en raison de la recomposition interne. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce mouvement en faveur des écoles hors contrat,
on peut en dater l'essor, c'est à peu près les années 2000, le début des années 2000. Et c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence de l'adoption du PACS. Et il y a un élément déclencheur, c'est quand le PACS rentre dans le programme d'éducation civile, d'éducation civique, au collège ou au lycée, je ne sais plus, et vous avez des militantes catholiques qui sont battus contre, qui se disent, en raison de la sécularisation de l'évolution des mœurs, notre partenariat avec l'État, il ne va plus devenir bénéfique. Il va au contraire devenir un moyen de subversion de l'outil catholique. Parce qu'on n'est plus en 59, on n'est plus avec un gaullisme triomphant structuré par un catholicisme, voilà, par le catholicisme. On est désormais dans une société sécularisée et donc, pour protéger une éducation authentiquement catholique, ce qui est d'autant plus nécessaire qu'on est dans un contexte d'effondrement et de minorisation, il faut des écoles maîtrisées par les familles. Donc ça s'inscrit tout à fait dans ce contexte-là, et il faut penser ce mouvement comme un mouvement de résistance contre-culturelle qui a une forme d'horizon politique, indirectement. Merci. Vous avez parlé donc des catholiques qui bougent d'électorat, qui vont vers la droite, pourtant le clergé, lui, ne bouge pas. Au contraire, il s'inscrit toujours de plus en plus, on le voit avec le pape actuel, cette logique peut-être de plus en plus à gauche. Est-ce que ça va fragiliser, déstructurer les catholiques, ou en tout cas est-ce que le clergé a un avenir aussi avec la politique, avec les droites? Alors, tout d'abord, les dernières enquêtes que nous avons sur l'orientation électorale du clergé datent des années 70 et il n'y en a eu aucune depuis. Donc, cela impose d'être prudent. Ensuite, moi, ce que j'ai observé, mais ça, c'était dans ma précédente enquête, une contre-révolution catholique, cette dynamique que j'ai décrite, c'est-à-dire la désécularisation interne du catholicisme. Donc, je reprends. À mesure que le catholicisme se rétracte, il se recompose sur ceux qui restent, et ceux qui restent, tendanciellement, sont plus conservateurs que ceux qui se sont détachés. Cela se traduit directement par le recrutement du clergé, qui aujourd'hui a un profil plus conservateur que les générations antérieures. Mais attention, je prends le terme de conservateur sans aucune connotation péjorative, mais le catholicisme se recompose sur ceux qui se sont fait le conservatoire aussi du catholicisme. Donc, le jeune clergé aujourd'hui, le jeune clergé, il faudrait dire résiduel, parce que statistiquement, c'est quand même plus grand-chose, il penche nettement à droite. Enfin, il est dans la ligne, en fait, historique de ce qu'est le positionnement politique du catholicisme. Ce n'est pas non plus un phénomène nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que ce clergé, il s'est beaucoup appuyé contre les générations dans le clergé antérieur, donc plus marqué par un moment un peu d'enthousiasme pour le rapport, le rapport entre christianisme et socialisme qu'il y a pu avoir dans les années 70, ce jeune clergé il s'est souvent battu contre les générations de prêtres antérieures. Et ce jeune clergé, si on prend le début des années 80, début de ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II, il était parfois très minoritaire dans bien des diocèses, et il avait besoin de s'appuyer sur Jean-Paul II pour un peu gagner un peu d'espace de liberté localement dans les diocèses. Donc il y avait une alliance entre les courants conservateurs et Jean-Paul II, et en même temps la papauté s'appuyait sur ces courants conservateurs pour essayer de reprendre en main un peu certains diocèses. Ça fonctionne avec Benoît XVI, et c'est vrai qu'avec le pape François, là, c'est pas tout à fait le même écosystème. C'est pas tout à fait le même écosystème. Mais c'est intéressant de voir que ces catholiques qui ont une sensibilité conservatrice, ils se sont aussi beaucoup construits sous les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI, en affirmant leur fidélité au pape. Et par conséquent, oui, il y a des résistances au pape François, mais après aussi, les prédications du pape François sont un peu plus vastes et un peu plus complexes que ce qu'on entend, parce qu'il y a aussi des choses dans sa prédication qui ne plaisent pas du tout aux catholiques de gauche. Il insiste sur le mal, sur le diable, sur l'adoration. Finalement, tout ce qui est question d'évolution des ministères jusqu'à présent, c'est statu quo. Donc,
ça colle pas non plus totalement. Pour moi, c'est un peu aller vite en besogne d'en faire un pape de gauche. En fait, il est sur d'autres enjeux. Mais c'est vrai qu'il n'est plus la figure de légitimation aussi franche que l'était Benoît XVI pour ces jeunes prêtres. Mais souvent, par leur fidélité au pape, ils sont tirés aussi. Il y en a qui sont déplacés par le pape. Donc c'est aussi intéressant de voir. Moi, je ne me prononce pas sur ce qu'est l'avenir du catholicisme. Pour avoir travaillé sur la période antérieure, hein, la fin du pontificat de Pie XII, quand on observe la fin du pontificat de Pie XII, la fin des années 50, le moment d'arrêt des prêtres ouvriers en 1954, on est très loin d'imaginer ce qui va se passer 10 ans plus tard. Et qu'une partie des militants catholiques formés dans un moment extrêmement intransigeant, hein, dans un contexte de guerre froide naissante, en fait, vont devenir des acteurs de la modernisation. Donc, bien des choses peuvent bouger. Autre question ? Et Madame de... Alors, attendez, il y a quelqu'un qui a le micro de... Je pense que c'est mieux que vous ayez le micro pour l'enregistrement. Moi, c'est un détail par rapport à tout ce que vous avez expliqué, c'est sur le cardinal Suard. Il y a un ouvrage très intéressant qui a été publié par Jean-Pierre Guérand, qui est sociologue et qui est maintenant décédé. Et je ne pense pas que le cardinal Suard puisse être assimilé à quelqu'un qui a collaboré avec l'ennemi. C'était une personnalité qui a choqué, peut-être, qui a été un peu écartée à la fin de la guerre, mais qui était beaucoup plus très nuancée. Oui, non, mais il est paradoxal, Suard. Bon, là, je vous ai cité ça. C'est le fondateur de la Mission de Paris, c'est aussi quelqu'un qui a accompagné l'essor des prêtres ouvriers, mais en tout cas, lors de la libération de Paris, le général de Gaulle n'en veut pas. Et voilà, j'ai juste mentionné ça parce qu'il y avait, le général de Gaulle ensuite, était en faveur d'une épuration très forte de l'épiscopat français. Tout ça est raconté là-dedans. De mémoire, il n'y a que 5 évêques qui vont être épurés, et Suard sera très meurtri de cette histoire. Mais De Gaulle n'était pas ami de Schumann, par exemple. comment ? De Gaulle n'était pas ami de Schumann, qu'il appelait de gauche. Non, mais tout à fait. Mais ensuite, justement, le gaullisme est à droite de la démocratie chrétienne sous la 4e République. Et le général de Gaulle, il est très vite, après 1946, il est marginalisé sous la 4e République parce qu'il a un positionnement plus conservateur, plus défiant à l'égard de la construction européenne. Mais après, la démocratie chrétienne, elle se fracasse sur la décolonisation. Et ensuite, c'est le gaullisme qui va rattraper, en gros, qui va devenir le courant principal d'expression du catholicisme au sein des droites, jusqu'au basculement un peu dans l'invisibilité après le tournant de 1974. Voilà. Monsieur ? Oui, bonsoir. Ma question va peut-être être un petit peu provocante, mais je la pose quand même. Est-ce que les nouveaux prêtres, le clergé nouveau, comme vous l'appelez effectivement un peu plus conservateur, pour reprendre votre terme, n'est pas peut-être en réaction par rapport à tous ces mouvements de gauche qui, peut-être, d'après vous, qui ont été effectivement dans l'Église et qui ont pu être une des causes de désaffection de nos églises? Alors, est-ce que le catholicisme de gauche a été une cause de désaffection de l'Église? Tout d'abord, si on regarde les chiffres, on voit que ces tendances, elles s'inscrivent dans une longue durée, bien avant, en fait, que ne s'affirme nettement un catholicisme de gauche. Premiers écrits dénonçant le déclin des vocations, vous avez le grand péril de l'Église de France de l'abbé Bugeaud, je crois, toutes ces années 1890, et puis vous avez les premiers articles du père Sevin dans Études, c'est les années 30, 1930, dénonçant le déclin des vocations. À un moment où le catholicisme de gauche, c'est rien du tout.
le rapport à la pratique aussi, il décline bien avant qu'on puisse véritablement parler d'un mouvement catholique de gauche. Alors, ce qui est certain, c'est que il y a eu une sorte de bulle catholique, une espèce de bulle d'enthousiasme autour de ce qu'a été le catholicisme de gauche dans les années 70. J'ai en tête un texte de Michel de Certeau. C'est un ouvrage de dialogue avec Jean-Marie Domnac et Daniel Hervieux-Léger qui s'intitule « Le christianisme éclaté ». Et Michel de Certeau, qui est jésuite, mais psychanalyste, sociologue, écrit ceci, donc on est au début des années 70, je crois que l'ouvrage est de 74, mais enfin vous irez vérifier. Il écrit « Aujourd'hui, de plus en plus de catholiques s'estiment d'autant plus catholiques qu'ils sont moins pratiquants ». C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'en s'affranchissant des règles, en s'affranchissant des disciplines rituelles, eh bien, on accède à une foi adulte. Et concrètement, c'est parfois effectivement vécu comme ça à court terme, mais si ensuite on regarde les trajectoires, c'est un moment de rationalisation religieuse d'une trajectoire de sécularisation et de détachement, dans bien des cas. Et ce n'est pas un jugement de valeur. Donc, effectivement, si on regarde les recompositions aujourd'hui, on voit que les catholiques de gauche ont un plus faible taux de transmission intergénérationnelle que les catholiques de droite, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas transmis quelque chose, mais en fait, souvent, ils transmettent un rapport à l'engagement, un rapport aux injustices, un rapport au militantisme, très important, mais ce qui maintient dans le temps l'appartenance à l'Église, c'est le rapport à la pratique. Là-dessus, les statistiques sont vraiment très affirmatives. En gros, en 3 générations, s'il n'y a pas de réaffirmation de la valeur attachée à la pratique, les grands-parents qui vont être catholiques pratiquants vont avoir des enfants catholiques non pratiquants qui vont avoir des enfants non chrétiens. Bien, je suis sûr que vous en connaissez de multiples exemples. C'est une quasi-loi. Donc, dans des catholicismes dans des sensibilités catholiques qui ont exalté un certain détachement à l'égard de la pratique, eh bien, leur perpétuation en a été affectée. Donc, le catholicisme de gauche, il s'épuise donc plus vite que le catholicisme de droite. Mais ensuite, faire du catholicisme de gauche une cause de la sécularisation de la société, ça me paraît abusif. Parce que c'est beaucoup plus complexe. Ça s'inscrit dans une évolution globale de la société. Et là-dessus, il y a un très bon livre. C'est La Seconde Révolution française d'Henri Mindras, dans lequel il montre, par exemple, à quel point le catholicisme a été totalement, je dirais, fragilisé par l'évolution de la société rurale. Vous parliez des prêtres. La grande matrice du recrutement sacerdotal jusqu'aux années 60, ce sont les familles nombreuses paysannes. Ce sont là les bastions du recrutement ecclésial. Mais à partir du moment où toute cette ruralité, elle évolue, où on est dans une tertiarisation de l'économie qui offre aussi beaucoup de carrières nouvelles, eh bien, le destin, les petits séminaires ferment. Et cette évolution, on la voit un peu partout en Europe, alors avec ensuite des chronologies un peu différentes. Mais donc, pour moi, il y a là une évolution globale qui explique la sécularisation et pas juste une cause politique. Ça me rappelle une petite anecdote, mais David, il faut m'arrêter quand je parle trop. Ça me rappelle une petite anecdote pour faire un... à la fin des années 60, le général de Gaulle parle avec un cardinal, je crois que c'est le cardinal d'Angers. Est-ce que c'est le cardinal Grant? Bon, ça serait à vérifier. Et le cardinal s'étonne un peu que finalement le concile ne donne pas les fruits escomptés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fruits, mais... Et le général de Gaulle lui dit, mais vous savez, c'est comme le barrage de Malpasset. Est-ce que vous vous souvenez de cette catastrophe, grande catastrophe civile, c'est 1954 ou 59 59, 4 décembre 59, je crois, à vérifier. Donc, barrage de Malpasset, barrage qui a été construit 4 ans auparavant, on est dans voilà,
vision du progrès, barrage hydraulique, etc. etc. Et puis, cru, le barrage cède, vague énorme, quasiment 400 morts dans mes souvenirs, une catastrophe civile épouvantable. Et le général de Gaulle dit au cardinal, écoutez, vous avez votre concile, il est très bien construit. Il est très bien construit, il est impeccable. C'est comme le barrage de Malpasset qui était impeccablement construit. Mais c'est la terre qui a bougé, parce que ce barrage avait été posé sur des roches poreuses. Bon, c'est un peu dommage. Et donc c'est le sol qui s'est déplacé et qui a fait que le barrage a cédé sous la pression. Il dit, et votre concile a été très bien construit, mais le sol s'est déplacé. Et ce qui fait que tout ce qui, dans les enthousiasmes théologiques qu'on trouve dans le concile, qui répondent à des aspirations multiples des années 50, et dans les années 70, on est déjà passé à autre chose. Merci pour vos propos. Deux questions. On suit sur le sujet là. La plupart des autres religions monothéistes semblent plus progressistes, dans le sens où les religieux, les religieux de la religion, donc je ne sais pas, les protestants, les orthodoxes, tout ça, sont peut-être plus ouverts. J'en viens à ma question, c'est que pourquoi on donnait le mariage aux prêtres? Si les prêtres pouvaient se marier, est-ce que ça ne serait pas... C'est pas une remise en question de toute la religion, à mon sens, hein, parce que je suis chrétien un peu pratiquant, mais je suis pour ce... Est-ce que ce pas peut paraître un pas de géant? Pour moi, non, ça n'en serait pas un, mais bon, pourrait montrer une réelle progression, enfin un changement de vue et pour la suite, ça serait un élément quand même marquant pour l'ensemble des chrétiens et des catholiques. L'autre question, c'est vous avez parlé de démocratie chrétienne. Au début, alors là, vos propos sont centrés sur la France, mais et vous avez dit qu'on est un cas particulier en France. Alors, est-ce que c'est dû à la laïcité au départ, je ne sais pas, de la démocratie chrétienne? Dans les autres pays autour de la France, apparemment, elle existe toujours, mais plus forte, apparemment. Cependant, on constate les mêmes événements, enfin, des dérives extrêmes, des montées. Est-ce que là, vous avez un panorama, un comparatif aujourd'hui sur ça avec quelques autres pays? Ils ont une démocratie chrétienne qui semble plus conséquente, plus affirmée, donc plus forte, mais on voit que les résultats dans la société sont les mêmes, enfin j'ai l'impression, avec mes yeux, voilà. Alors bon, pourquoi? D'accord. Alors, là vous allez me chercher sur des questions qui sont très prospectives, donc sur lesquelles moi je n'ai pas de compétences sur l'avenir, mais je vous donne quelques éléments de réflexion. Alors, la première sur la question des évolutions imaginables de la discipline ecclésiastique ou d'autres choses. Alors, tout d'abord, si on regarde, si on fait une étude comparée des processus de sécularisation, on pourrait penser que les églises qui font des choix plus modernisateurs, comme certaines églises protestantes, comme l'église anglicane, par exemple, en Angleterre, comme l'église protestante unie, que les églises qui choisissent de s'aligner, finalement, à l'évolution des valeurs sociales, sociétales, eh bien, devraient se maintenir, finalement, devraient être en adéquation avec les demandes sociales. En fait, non. Non, ils sont tout autant pris dans la sécularisation. L'anglicanisme en Angleterre est en voie de disparition. De disparition. Et là où sont les bastions de l'anglicanisme, c'est l'Afrique du Sud, aujourd'hui, qui, elle, est très réticente aux évolutions acceptées par les autorités anglicanes d'Angleterre. Donc,
les choix, si vous voulez, progressistes ne sont pas du tout gages d'un succès plus important. Rien ne permet de le démontrer. Si vous prenez maintenant, second exemple, la situation allemande. C'est intéressant de comparer, puisqu'on a, vous savez, là-bas, les églises sont financées par l'impôt, donc on a des taux de déclaration. Bon, mais si vous prenez l'église protestante, elle est tout autant en crise, tout en ayant des positionnements beaucoup plus libéraux, beaucoup plus en crise. Enfin, elle est beaucoup plus en crise. Ça dépendrait sur quoi, mais elle est aussi en crise que l'Église catholique et aussi en déclin. Et si on regarde au sein du protestantisme quels sont les courants qui ont le vent en poupe, ce sont des courants évangéliques, ce sont des courants néo-pentecôtistes, beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus ritualistes que les églises protestantes historiques. Donc, cette idée qu'il faudrait finalement faire évoluer l'Église pour que le processus de sécularisation cesse, je ne me prononce pas sur l'avenir, je n'en sais rien, mais en tout cas, si on observe la situation aujourd'hui et les différentes situations des églises, rien ne permet de le confirmer. En fait, beaucoup de gens se détachent de l'Église, disent « oui, mais il devrait y avoir des femmes prêtres, il devrait y avoir ceci », mais vous pouvez ordonner des femmes, ils ne reviendront pas. Ils en auront peut-être une meilleure opinion, mais ils ne reviendront pas. Donc, voilà, je n'ai pas la solution, hein, je n'ai pas la solution au problème. Et alors, votre deuxième question, le panorama sur les démocraties chrétiennes en Europe, là, je sors la carte Joker. Là, c'est un peu compliqué. Oui, ailleurs, les partis démocrates chrétiens ont eu beaucoup plus de surface de légitimité qu'en France, beaucoup plus durablement, mais ils sont également divisés. Et ils sont contestés sur leur droite. Parfaitement le cas en Allemagne, hein, où l'AfD a des scores tout à fait surprenants. AfD qui a été abondamment condamné par les évêques catholiques, parce qu'ils se mobilisaient derrière des croix, etc. Et ce sont d'ailleurs, l'AfD est surtout implantée dans les Länder qui sont liés, qui étaient l'Allemagne de l'Est, donc très, très laïcisés. Donc oui, on a une situation de crise de la démocratie chrétienne en Europe. On a partout dans les pays chrétiens des populismes qui jouent de la référence au christianisme, sans pour autant être suivis par les chrétiens. À suivre. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Nathanaël Defeuillet et vous a été présentée par Yann Raison du Closiou. Elle est à présent disponible en réécoute sur notre site internet RCF Charente, ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et YouTube.